Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous lis la suite du livre Belle Amie de Guy de Maupassant. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais dans la page, mais je pense que je devais en être ici. Puis, peu à peu, une espèce de calme se fit en son esprit, et, se roidissant contre sa souffrance, il pensa: toutes les femmes sont des filles, il faut s'en servir, et ne rien leur donner de soi. L'amertume de son cœur lui montait aux lèvres en paroles de mépris et de dégoût. Il ne les laissa point s'épandre cependant. Il se répétait: le monde est au fort, il faut être fort, il faut être au-dessus de tout. La voiture allait plus vite, elle repassa les fortifications. Duroy regardait devant lui une clarté rougeâtre dans le ciel, pareille à une lueur de forge démesurée, et il entendait une rumeur confuse, immense, continue, faite de bruits innombrables et différents, une rumeur sourde, proche, lointaine, une vague et une énorme palpitation de vie, le souffle de Paris respirant, dans cette nuit d'été, comme un colosse épuisé de fatigue. Georges songeait: je serais bien bête de me faire de la pile, chacun pour soi. La victoire est aux audacieux. Tout n'est que de l'égoïsme. L'égoïsme pour l'ambition et la fortune vaut mieux que l'égoïsme pour la femme et pour l'amour. L'arc de triomphe de l'étoile apparaissait debout à l'entrée de la ville, sur ses deux jambes monstrueuses, sorte de géant informe qui semblait prêt à se mettre en marche pour descendre la large venue ouverte devant lui. Georges et Madeleine se trouvaient là, dans le défilé des voitures ramenant au logis. Au lit désiré, l'éternel couple silencieux et enlacé. Il semblait que l'humanité tout entière glissait à côté d'eux, grise de joie, de plaisir, de bonheur. La jeune femme, qui avait bien pressenti que quelque chose de ce qui se passait en son mari, demanda d'une voix douce: à quoi songes-tu, mon ami? Depuis une demi-heure, tu n'as point posé une parole. Il répondit en ricanant: je songe à tous ces imbéciles qui s'embrassent, et je me dis que vraiment on a autre chose à faire dans l'existence. Elle murmura: oui, mais c'est bon quelquefois. C'est bon, quand on n'a rien de mieux. La pensée de Georges allait toujours, dévêtant la vie de sa robe de poésie dans une sorte de rage méchante. Je serais bien bête de me gêner, de me priver de quoi que ce soit, de me troubler, de me tracasser, de me ronger l'âme comme je le fais depuis quelque temps. L'image de Forestier lui traversa l'esprit sans y faire naître aucune irritation. Il lui sembla qu'ils venaient de se réconcilier, qu'ils redevenaient amis. Il avait envie de lui crier: bonsoir, vieux. Madeleine, que ce silence gênait, demanda: si nous allions prendre une glace chez Tortoni avant de rentrer. Il la regarda de coin. Son fin profil blond lui apparut sous l'éclat vif d'une guirlande de gaz qui annonçait un café chantant. Il pensa: elle est jolie, et tant mieux. À bon chat, bon rat, ma camarade. Mais si on me reprend à me tourmenter pour toi, il fera chaud au pôle Nord. Puis il répondit: mais certainement, ma chérie. Et pour qu'elle ne devinât rien, il l'embrassa. Il sembla à la jeune femme que les lèvres de son mari étaient glacées. Il souriait cependant de son sourire ordinaire, en lui donnant la main pour descendre devant les marches du café. En entrant au journal le lendemain, Duroy alla trouver Boisrenard. Mon cher ami, dit-il, j'ai un service à te demander. On trouve drôle depuis quelque temps de m'appeler Forestier. Moi, je commence à trouver ça bête. Veux-tu avoir la complaisance de te prévenir doucement les camarades que je giflerai le premier qui se permettra de nouveau cette plaisanterie? Ce sera
se chargea de la commission. Du roi sortit faire des courses, puis revint 1 heure plus tard. Personne ne l'appela Forestier. Quand il rentrait chez lui, il entendit des voix de femmes dans le salon. Il demanda: qui est là? La domestique, répondit Madame Walter et Madame de Marelle. Un petit battement lui secoua le cœur, puis il se dit: tiens, voyons, et il ouvrit la porte. Clotilde était au coin de la cheminée, dans un rayon de jour venu de la fenêtre. Il sembla à Georges qu'elle pâlissait un peu en l'apercevant. Ayant d'abord salué Madame Walter et ses 2 filles assises, comme 2 sentinelles aux côtés de leur mère, il se tourna vers son ancienne maîtresse. Elle lui tendait la main. Il la prit et la serra avec intention, comme pour dire: je vous aime toujours. Elle répondit à cette pression. Il demanda: vous vous êtes bien portée pendant le siècle écoulé depuis notre dernière rencontre? Elle répondit avec aisance: mais oui, et vous, belle amie? Puis, se tournant vers Madeleine, elle ajouta: tu permets que je l'appelle toujours belle amie? Certainement, ma chère, je permets tout ce que tu voudras. Une nuance d'ironie semblait cachée dans cette parole. Madame Walter parlait d'une fête qu'allait donner chaque rival dans son logis de garçon, un grand assaut d'armes où assisteraient des femmes du monde. Elle disait: ce sera très intéressant, mais je suis désolée, nous n'avons personne pour nous y conduire, mon mari devant s'absenter à ce moment-là. Du roi s'offrait aussitôt. Elle accepta. Nous vous en serons très reconnaissantes, mes filles et moi. Il regardait la plus jeune des demoiselles Walter et pensait: elle n'est pas mal du tout, cette petite Suzanne, mais pas du tout. Elle avait l'air d'une frêle poupée blonde, trop petite mais fine, avec la taille mince, des hanches et de la poitrine, une figure de miniature, des yeux d'émail, d'un bleu gris dessiné au pinceau, qui semblait nuancé par un peintre minutieux et fantaisiste, de la chair trop blanche, trop lisse, polie, unie, sans grains, sans teinte, et des cheveux ébouriffés, frisés, une broussaille savante, légère, un nuage charmant, tout pareil, en effet, à la chevelure des jolies poupées de luxe qu'on voit passer dans les bras des gamines, beaucoup moins hautes que leurs joujoux. Leur aînée, Rose, était laide, plate, insignifiante, une de ces filles qu'on ne voit pas, à qui on ne parle pas et dont on ne dit rien. La mère se leva et, se tournant vers Georges: ainsi, je compte sur vous jeudi prochain à 2 heures. Il répondit: comptez sur moi, madame. Dès qu'elle fut partie, Madame de Marelle se leva à son tour. Au revoir, belle amie. Ce fut elle alors qui lui serra la main très fort, très longtemps, et il se sentit remué par cet aveu silencieux, repris d'un brusque béguin pour cette petite bourgeoise bohème et bonne enfant qu'il aimait vraiment, peut-être. J'irai la voir demain, pensa-t-il, dès qu'il fut seul. En face de sa femme, Madeleine se mit à rire. D'un rire franc et gai, et en le réaccordant bien en face: tu sais que tu as inspiré une passion à Madame Walter. Il répondit incrédule: allons donc. Mais oui, je te l'affirme, elle m'a parlé de toi avec un enthousiasme fou. C'est si singulier de sa part. Elle voudrait trouver 2 maris comme toi pour ses filles. Heureusement qu'avec elle, ces choses-là sont sans importance. Il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Comment, sans importance? Elle répondit avec une conviction de femme sûre de son jugement: oh, Madame Walter est une de celles dont on n'a jamais rien murmuré, mais tu sais, là, jamais, jamais. Elle est inattaquable, sous tous les rapports. Son mari, tu le connais comme moi, mais elle, c'est autre chose. Elle a d'ailleurs assez souffert d'avoir épousé un juif, mais elle lui est restée fidèle. C'est une honnête femme. Du roi fut surpris. Je la croyais juive aussi. Elle, pas du tout. Elle est dame patronnesse de toutes les bonnes œuvres de la Madeleine. Elle est même mariée religieusement. Je ne sais plus s'il y a un simulacre de baptême du patron, ou bien si l'église a fermé les yeux. Georges murmura: ah, alors elle me gomme.
voyager, je te conseillerais de demander la main de Suzanne, n'est-ce pas, plutôt que celle de Rose. Il répondit en frisant sa moustache. La mère n'est pas encore piquée des vers. Mais Madeleine s'impatienta. Tu sais, mon petit, la mère, je te la souhaite, mais je n'ai pas peur. Ce n'est point à son âge qu'on commet sa première faute. Il faut s'y prendre plus tôt. Georges changeait. Si c'était vrai, pourtant, que j'eusse pu épouser Suzanne. Puis, il haussa les épaules. Bah, c'est fou. Est-ce que le père m'aurait jamais accepté? Il se promit toutefois d'observer désormais, avec le plus grand soin, les manières de Madame Walter à son égard, sans se demander d'ailleurs s'il en pourrait jamais tirer quelque chose. Tout le soir, il fut hanté par des souvenirs de son amour avec Clotilde, des souvenirs tendres et sensuels en même temps. Il se rappelait ses drôleries, ses gentillesses, leurs escapades. Il se répétait à lui-même: elle est vraiment bien gentille.